De toute façon, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. J'entends ce temps d'hommage, ce temps de deuil. C'est aussi respecter, encore une fois, je pense, de mon point de vue, cet hommage que de poser des questions sur comment on limite les risques et les risques auxquels on expose aussi nos soldats. Oui, puis c'est une manière aussi de rendre hommage par anticipation aux soldats qui seront engagés dans d'autres opérations de même nature. À la fin du compte, il y a évidemment à s'associer à la douleur des familles et de leurs collègues militaires qui vivent aujourd'hui. Je suis très gêné, moi, par cette idée qu'il faudrait sanctionner les agences, etc. C'est le site du Quai d'Orsay, c'est clair, soit c'est permis, soit c'est pas permis. Si c'est permis, on est dans une zone de risque. Sauf que ce n'est pas posé en ces termes. Non, mais j'entends. Oui, non, déconseillé. Mais ça ne peut pas. Voilà, je dis permis interdit, mais enfin, vous avez raison. C'est le langage qu'il faut prendre. J'observe que dans d'autres circonstances, quand par exemple il y a des skieurs imprudents qui font du hors-piste et qu'il faut aller chercher par hélicoptère, ou pour moi qui suis d'un pays de la mer, les vedettes du SNSM qui sortent en mer pour aller chercher des plaisanciers qui sont imprudents, ils reviennent en étant. D'abord, on ne se pose jamais la question, mais deuxièmement, il y a une contribution financière qui est demandée par ailleurs pour. Comment dire, elle est peut-être modeste et elle ne couvre pas l'ensemble des frais, mais enfin, il est légitime de. Mais ce qui est une forme de sanction. Oui, c'est une forme de sanction. Je suis pas. De participation. Je ne sais pas s'il faudrait aller jusque-là. Et je n'irai pas aussi loin que ce que vient de dire Madame Arthaud, mais en tout cas, cette préoccupation est la mienne aussi. 3 milliards d'euros engagés dans Barkhane depuis quelques années maintenant, pour quel résultat ? Avec une prolifération des zones terroristes et du désordre dans cette partie de l'Afrique, en tout cas, pas que là, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce continent est quand même dans un état de désolation et de déséquilibre extrêmement inquiétant. Alors on en fait trop, on n'en fait pas assez. Nous n'avons pas réussi. Je dis, il n'y a pas que l'Occident. Les peuples africains, ils ont aussi leur part de responsabilité dans cette affaire. Tout le monde est concerné par ça. Nous n'avons pas réussi à pacifier ou à stabiliser le continent africain. Ça interroge très clairement la conception que nous avons du co-développement et du développement de l'Afrique vu depuis la France. Et ça s'est fait jusqu'ici, avec une participation très amoindrie des peuples africains eux-mêmes. Et c'est sans doute ça qu'il faut changer. En tout cas, tant qu'il y aura des motifs de déstabilisation, en particulier celle de la prolifération de l'islam dans la partie ouest de l'Afrique, qui est quand même un sujet extrêmement préoccupant, et la Côte d'Ivoire, qui est le pôle de richesse de cette partie du monde, est très concernée par ça. On continuera malheureusement d'avoir des otages, et s'il y a des otages qui sont pris, il faut que l'armée française aille les délivrer. J'aimerais juste j'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette affaire malheureusement et ces 2 soldats tués pour libérer des otages. On posait la question des responsabilités tout à l'heure. Il y a une autre question qui est soulevée par le Rassemblement national qui s'étonne de la présence, à la lumière peut-être de tout ce qu'on vient de se dire, de la présence d'Emmanuel Macron à Villacoublay samedi. Il en fait trop, qu'il profite du moindre événement, aussi tragique soit-il, pour essayer de faire de la récupération électorale. Moi, si vous voulez, je me serais abstenu de toute forme d'hommage ou de toute forme de geste qui pourrait laisser penser à un hommage à l'égard de ces otages qui devaient évidemment être secourus mais qui ont fait preuve d'irresponsabilité. Jean-Frédéric Poisson, vous comprenez ce que dit Jordan Bardella ? Non. Il y a 2 otages français qui ont été... ils n'ont pas non plus été pris en otage avec leur assentiment. Il ne faut pas exagérer. C'est deux de nos concitoyens qui ont été libérés par les forces armées dans un acte de dévouement exemplaire et cruel comme on le sait. Le président de la République est dans sa fonction quand il accueille, comme ses prédécesseurs l'ont fait de manière presque systématique, des otages qui reviennent de détention. Voilà. Après, ce qu'on verra peut-être un peu plus tard, c'est que je ne suis pas suspect, moi, d'une bienveillance exagérée à l'égard du chef de l'État. Vous me reconnaîtrez vous me ferez cette justice. Mais je pense que derrière ça, ce qu'on va peut-être voir émerger dans les temps qui viennent, c'est une différence de conception très nette entre la manière dont le président Macron envisage les relations entre la France et l'Afrique, d'un côté, et d'un autre côté, la manière peut-être plus ancienne dont son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense l'envisagent. Je veux dire qu'il y a, chez le président Macron, sans doute une volonté de faire en sorte que les peuples africains soient un peu plus autonomes, un peu plus distanciés de l'influence française qu'ils ne l'étaient jusqu'ici. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Oui, mais c'est un sujet de la France absolument de fond, par rapport auquel la question de la responsabilité des agences de voyage ou quoi que ce soit me paraît parfaitement anecdotique pour le coup. La seule question, c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Il n'y a pas d'autre question. Personne Soit c'est vrai, Les études sont soit un peu contradictoires. oui. Ça s'appelle la science, vous savez, c'est pas toujours aussi tranché. Non, mais en tout cas, il y a des éléments concordants, donc c'est sérieux. Merci. Et on est au-delà du principe de précaution. Merci de me rappeler à mes chères études, chère madame, je vous en sais gré. Je n'ignore pas qu'il y a des débats et des controverses, y compris dans les sciences. Parce que vous dites vrai-faux, c'est un peu plus compliqué, c'est tout. Je le rappelais à vos téléspectateurs. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de certitude scientifique ou non ? Moi, je sais bien comment sont faits les rapports parlementaires, j'en ai commis quelques-uns. Tous les parlementaires ne sont pas des scientifiques, c'est une chose entendue. Ceux qui siègent à l'office parlementaire, en général, sont plutôt avertis de ce genre de sujet. Ils sont médecins, ils sont ingénieurs, ils sont pas non plus complètement... Et puis ils entendent déjà. Et ils entendent... Enfin, alors, moi, j'ai pas lu le texte du rapport, je ne sais pas qui a été auditionné. Enfin, les rapports parlementaires ne sont pas non plus n'importe comment. J'espère que... ce rapport n'a pas été écrit sous influence, même si on est en droit de se poser la question, on est en droit de se poser cette question, et le Parlement doit apporter toutes les garanties d'indépendance par rapport à son propre travail, c'est ça qu'il faudrait chercher à faire, et puis si j'étais en situation de pouvoir le faire, j'interrogerais volontiers l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, pour savoir ce qu'ils en pensent. Bon, bah voilà, preuve qu'il reste encore quand même. Voilà, Eric Bournazel. il nous faut sortir. À vous deux. Jean-Frédéric Poisson, Daniel Cohn-Bendit ou Éric Zemmour ? Daniel Cohn-Bendit, j'ai quand même du mal. J'ai moins de mal avec Éric Zemmour. La manière dont le débat est présenté me convient pas. Cette façon de dire que finalement il n'y aurait pas d'autre solution que de continuer dans le schéma européen actuel, qui repose sur cette idée que, après tout, la Commission s'occupe de tout, qu'elle n'est contrôlée par personne, et que nous sommes sur une trajectoire. C'est faux, monsieur, c'est faux. Oui. Bah oui, parce que la Commission exécute ce qui est décidé conjointement par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les gouvernements. Non, mais j'ai du mal avec les contre-vérités, pardonnez-moi. Oui, bah vous parlerez après, et puis on verra ce que vous dites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je vais prendre un exemple très simple. Je me souviens, nous étions au Parlement, Bernard Debré et moi-même, au moment des reprises de négociations sur le TAFTA il y a 4 ans. On a fait un peu de bruit autour de ce sujet au Parlement, et puis on a fini par se rendre compte que M. Hollande et Mme Merkel étaient opposés à la continuation des négociations sur le TAFTA. Est-ce que vous pensez que ça a empêché la Commission de continuer ? La réponse est non. Et il y a comme ça des tas de choses qui sont... en réalité, les institutions disent autre chose, la pratique politique dit autre chose, mais ça n'est pas vrai. Et si le Parlement n'a aucun pouvoir, pourquoi vous vous présentez alors ? Est-ce que vous pouvez laisser finir ? C'est un débat, on m'a dit que c'était un débat, pardon. Vous parlerez après. Je parlerai après. Oui, enfin, donc voilà, ce schéma dans lequel finalement la logique économique surpasse tout, ce qui me dérange moi aussi profondément, dans lequel en définitive on veut continuer à faire de l'Europe un espace ouvert aux 4 vents. Et qui est en réalité l'espace du monde le moins protégé sur le plan. Et donc je vous entends, vous dites stop à l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas. Oui, mais pas stop à l'Europe tout court, c'est ça qui est faussé dans le débat actuel. C'est le contrat d'association entre les pays d'Europe qu'il faut changer. Le fait, la France est un pays d'Europe, c'est on va dire un des 2 plus grands, sans vexer les autres, mais et comme je suis français, j'ai tendance à dire que c'est même le plus grand, parce que c'est celui qui est cher à mon cœur. Il n'y a pas d'Europe possible sans la France, et la France ne peut pas s'en sortir sans une association étroite avec ses voisins. Maintenant, il y a 25 façons de penser cette association. Et je vous interromps, Jean-Frédéric. Revenons sur l'Europe. Je vous ai interrompu, Jean-Frédéric Poisson. Stop ou encore, vous disiez la question, elle est peut-être plus nuancée, effectivement, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est forcément plus nuancé, mais on ne peut pas, personne ne pourra me convaincre du fait que le fonctionnement actuel des institutions européennes est satisfaisant. Premièrement. Deuxièmement, je ne vois finalement pas grand monde, en tout cas dans les propos de ceux qui sont favorables à cette construction européenne, je ne vois pas de changement si manifeste ou si important qui modifie la trajectoire prise par les institutions européennes. Troisièmement, je continue de penser que c'est la Commission qui dirige l'Europe et en réalité elle seule, même si le fonctionnement institutionnel semble vouloir dire autre chose, quand on sait un peu comment se passent les dialogues à 3 entre l'administration, la Commission et le Parlement, on sait bien qui emporte la mise à la fin du compte. Donc je crois que s'il n'y a pas un changement massif institutionnel sur une modification des traités, c'est ce que, en tout cas, la position que nous défendons, alors je ne vois pas comment ça pourra aller mieux. Et je ne vois pas, dans en tout cas beaucoup des projets qui sont soumis aux électeurs aujourd'hui, ce changement pointer son nez. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que c'est la première fois qu'un président apparaît sur une profession de foi ? On a vérifié une profession de foi européenne. Oui. C'est le cas d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui s'était engagé dans la campagne, n'était pas sur la profession de foi. Non. Qu'est-ce que ça dit pour vous ? Qu'est-ce que ça raconte de l'engagement, de la volonté du chef de l'État ? Ou peut-être des faiblesses de la campagne de la majorité ? Je ne sais pas. Il n'y a que l'équipe de campagne de Naman Alboiseau qui le sait, ça. Non, ce que je pense, c'est que Monsieur Macron scénarise d'ores et déjà l'échéance présidentielle de 2022, que
le remake la répétition, pour parler français, du deuxième tour de 2017 lui conviendrait très bien, qu'il a choisi son adversaire parce que Mme Le Pen est celle qui lui convient le mieux et qui donc fait tout pour faire monter bien sûr. cette opposition-là, y compris de manière parfois un peu artificielle. 2 remarques brèves. La première, c'est que j'entends l'Europe sociale, la protection des travailleurs sont des choses qui me sont chères, des sujets qui me sont chers aussi, mais il y a une antinomie, il va falloir choisir. C'est soit on ratifie le CETA et le TAFTA, soit on fait une Europe sociale. Il faut choisir. C'est pas les deux. Alors jusqu'ici, on a ratifié le CETA, on a signé le CETA, et on s'apprête à négocier le TAFTA. Deuxième chose, tant qu'on continuera à évoquer les pays d'Europe, la Hongrie, la Pologne, l'Italie, la Slovaquie, en disant ils sont anti-européens, ils sont méchants, on ne pourra pas sortir de ce débat. Ils ne sont pas anti-européens. Les Italiens et les Polonais et les Hongrois sont européens comme nous. Simplement, ils n'ont pas la même vision, et ceux qui gouvernent ont été élus par les peuples, régulièrement, démocratiquement. Donc s'il n'y a pas un minimum de compréhension de leurs intentions, même si on peut être en désaccord avec elles, je le comprends, mais cette manière absolument réductrice de dire les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ça ne sert pas le débat public. Tour de table. Je plaide pour que... moi, je ne connais rien de cette affaire, donc le tribunal va faire le travail qu'il doit faire, et la décision qu'il prendra sera sans doute la bonne. Ça fait longtemps que je plaide, moi, non pas pour une interdiction à vie de se présenter quand on est condamné comme élu dans l'exercice de ses fonctions, parce que ça ne serait pas conforme à notre Constitution. En revanche, je plaide pour que les condamnations de cette nature soient renforcées. Et je veux dire que il faut qu'on arrive en France à sortir du vieux syndrome français qui veut que, de peur d'être trop sévère avec quelques-uns, finalement, on finit par ennuyer tout le monde. Moi, je préfère l'inverse. Si quelqu'un est pris la main dans le pot de confiture, alors qu'il faut qu'il paye très cher, 3 ans d'inéligibilité, ça veut dire la moitié d'un mandat, pardonnez-moi, c'est rien du tout. Ça ne coûte, ça coûte rien. Plus de sévérité avec les cols blancs. Plus de sévérité. Il n'y a pas que des cols blancs. Il n'y a pas que des cols blancs, si vous voulez. Plus de sévérité, je parle de ce sujet-là en particulier, avec ceux qui sont pris en situation ou pour un acte rapidement, Nathalie Arthaud, Pierre-Yves Bournazel.